sommes réunis pour ce bel événement qu'est le Forum de l'engagement. Je crois que l'actualité un peu brûlante à l'extérieur et puis un peu chaotique sur le plan de la météo toutes ces dernières semaines nous invite particulièrement à faire un point, que ce point est très très bienvenu. Et donc voilà, j'espère que vous avez tous vos petites gourdes d'eau pour rester attentifs tout au long de l'après-midi. Voilà. Alors le constat depuis 10 ans, c'est qu'on n'est pas allé assez vite, il faut le dire tout net. En même temps, on avance. En tout cas au niveau européen, au niveau français, on essaie d'avancer dans un monde qui est de plus en plus tourmenté. Mais on reste là et on continue effectivement à essayer de faire les choses. Alors, on aura d'abord le plaisir et l'honneur d'accueillir donc de donner la parole à Sylvain Waserman, qui est président de l'ADEME, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, engagé à la fois politiquement et plus opérationnellement dans le secteur public de l'énergie tout au long de sa carrière. Vous viendrez, Sylvain, nous faire part et nous faire bénéficier de la connaissance de l'ADEME en matière de besoins, d'évolution, de prospective, de financement aussi, sur tous les sujets, tous ces nouveaux modèles économiques que nous devons développer. Passer de la ligne au cercle, en fait, pour le faire court. 3 sessions se succéderont ensuite. On a des règles du jeu, donc je vais les rappeler. Chaque session dure 1 heure. On va essayer de donner la parole à nos intervenants pendant 40, maximum 45 minutes, pour que vous, public, vous puissiez poser vos questions. Donc on s'engagera dans un question-réponse. Donc n'hésitez pas à participer, à poser vos questions. Je ferai circuler le micro, on trouvera une façon de le faire circuler. On aura une première table ronde donc, qui va être modérée par Jeanne Fourcade, qui est ici, spécialiste des enjeux réglementaires, conformité, risque du data management. Donc cette session, elle nous propose de nous interroger ensemble sur l'intelligence artificielle et le rôle de l'intelligence artificielle par rapport à la transition environnementale. Est-ce que c'est un allié, l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un ennemi? C'est la question qu'on va se poser un peu tous ensemble. Et puis aussi voir comment on pourrait définir ce que serait une IA responsable. Voilà. Dans un deuxième temps, on aura un panel d'intervenants qui va s'exprimer sur tous les enjeux de financement. Combien, quoi, donc qu'est-ce qu'on finance et comment on le finance. Voilà, donc ça sera la thématique. Une session qui sera modérée par Cécile Crouzet, qui s'est éclipsée, mais qui va revenir très vite, qui est rédactrice en chef en fait du service entreprise du Figaro. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter le Figaro. Et la session sera également introduite par Dorothée Rouzet, qui est chef économiste à la Direction générale du Trésor. Voilà. Donc un panel d'intervenants de diverses origines. Et là, je pense que c'est les regards croisés qui seront intéressants. Voilà, assez clés pour que cette transition s'opère dans un monde qui est encore très largement dominé par une vision à court terme de la finance. Donc il s'agit bien d'inciter le financement de projets qui seront à moyen-long terme, les moins risqués, les plus résilients et les plus profitables, sans doute aussi à moyen-long terme. Il s'agit aussi de développer en parallèle des modèles économiques qui seront assez innovants pour ne pas être trop gourmands en capital. C'est aussi un enjeu assez majeur. Et puis nous aurons une dernière table ronde donc qui sera modérée par Bertrand Singly. Bertrand est directeur général adjoint de France Industrie. Il a commencé sa carrière à ce qui est devenu la DGEC, la DG Trésor, puis en tant que conseiller technique dans plusieurs ministères. Également un passage dans le secteur privé. Et donc, il est spécialiste des questions de restructuration industrielle. Donc, la troisième thématique, après l'IA et le financement, c'est la décarbonation de l'industrie. C'est un peu un incontournable. Bien sûr, le secteur de l'énergie sera très largement représenté parce que le sujet de l'énergie, c'est le sujet numéro 1 quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, mais nous aurons également un intervenant qui vient du monde des cimentiers et puis une réflexion plus générale sur les chaînes d'approvisionnement et comment on peut décarboner les chaînes d'approvisionnement. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sylvain. Merci encore d'être là pour introduire cet après-midi. Voilà, sur les enjeux de l'ADEME. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, en 10 minutes, je crois, que vous m'avez confié 10 minutes, d'essayer de partager avec vous la perception que, vue de ma fonction de président de l'ADEME, je perçois, ce n'est que ma perception, mais ce que je perçois de la dynamique du monde économique actuel au regard de la décarbonation. Je voudrais commencer par dire, je suis ancien chef d'entreprise. Quand je suis arrivé à l'ADEME, je me suis rendu compte d'abord de quelque chose que je ne savais pas, c'est que 2/3 de notre activité, c'est auprès des entreprises. 2/3 de notre activité. J'ai ressenti le besoin rapidement qu'on retravaille sur l'offre de l'ADEME aux entreprises. On parlait beaucoup de stratégie, mais pas assez d'offres. En réalité, on a une approche, comme toute entreprise et de ses clients, nous on a des bénéficiaires, la façon dont on présente, on structure, on organise l'offre, dont on la cible, dont on adresse avec nos segments de marché, avec des cibles, des canaux de distribution directs ou indirects. Tous ces sujets-là sont des sujets que j'ai connus dans une autre vie d'entreprise et qui sont particulièrement importants et qui m'amènent à faire un tour de France. En ce moment même, je serai demain à Bordeaux, j'étais la semaine dernière à Strasbourg, et je suis étonné du fait que, par exemple, à Strasbourg, il y avait 176 entreprises, dirigeants d'entreprises, qui sont venus écouter une demi-journée parler de l'offre de l'ADEME aux entreprises. Ça, c'était ma première question. Et on parle tous du backlash, c'est bon, on est sauvé, Trump est là, on n'a plus besoin de s'embêter avec tout ça. Est-ce que les entreprises allaient répondre présent? Et mon analyse, c'est que les entreprises répondent présent pour plusieurs raisons fondamentales. D'abord, la transition écologique se rapproche du cœur de stratégie des entreprises. Pour 4 raisons, pour plusieurs raisons, mais notamment, les entreprises ont des clients, tous les fournisseurs de grands groupes sont dans leur scope 3, et les exemples n'en finissent plus de chefs d'entreprise qui me disent, vous savez, le climat, bon, 2050, ok, mais moi, si en 2030, je ne suis pas décarboné, je suis out of business. C'était le cas de Novacarb, en Meurthe-et-Moselle, ils font du carbonate que je ne dise pas de bêtises, carbonate de sodium. Ça sert à fabriquer du verre, à la fois pour les voitures et à la fois pour les bâtiments. Et dans leur équation, ils sont dans le scope 3. L'architecte qui regarde son poids carbone des matériaux, la voiture qui regarde son impact carbone et son poids carbone, il est dans le scope 3. Et j'ai découvert une grande chose, c'est qu'on est tous dans le scope 3 d'un autre. Et donc finalement, quand on a une pression de ses clients, c'est une question stratégique, c'est plus une question accessoire qu'on traite quand on a le temps à la fin du comité de direction. Ça, c'est la première raison, elle est évidente. Je l'avais vu aussi en Haute-Savoie, un fournisseur de l'industrie pharmaceutique, qui n'est pas connu comme étant dans les plus volontaristes nécessairement. Pareil, il a une très forte pression des entreprises de pharma. Je l'avais vu aussi avec un verrier. J'ai vu que Veralia est ici. Les enjeux pour les verriers sont très très importants également. Et là aussi, quand vous avez des grands clients qui s'occupent, c'est toujours plus facile de commencer par ses fournisseurs. Et en tout cas, sans faire de procès d'intention, mais en tout cas, les fournisseurs font partie de l'équation carbone. La deuxième raison qui me semble évidente, c'est que le milieu bancaire va vite, les institutions financières vont vite, et elles rendent des comptes à leurs actionnaires sur le financement de la transition de l'économie. Et que donc, ils flèchent leur financement et qu'ils en rendent des comptes. Et que du coup, pour un entrepreneur qui ne se soucierait pas de son empreinte, c'est de plus en plus, ça va être, et c'est déjà de plus en plus dur. Vous avez des banques régionales qui vous disent, nous, on exige de savoir ce que vous faites, où vous en êtes. Et donc, certains dirigeants se disent, de toute façon, même dans mon cœur de business, ça va être de plus en plus difficile d'avoir des financements si je ne me décarbone pas. Et pour une bonne raison. On voit aujourd'hui des fonds qui investissent en equity et qui décident d'utiliser notre méthodologie, une méthodologie qui s'appelle ACT, une méthodologie pour évaluer la solidité des plans carbone, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une signature avec la Banque de France. On a signé une convention parce qu'ils ont retenu cette méthodologie comme étant la meilleure, pour noter, évaluer la solidité d'un plan de décarbonation. Et donc ce fonds, il exige de ses actifs d'avoir cette photo de leur capacité à se décarboner, parce que ça fait partie du risque, parce qu'ils considèrent que les entreprises qui mettent la tête dans le sable, elles prennent un risque. Et que du coup, ils ont besoin, de même qu'ils maîtrisent les indicateurs financiers et risques financiers, ils ont besoin de voir la solidité de leurs actifs et donc de les évaluer. Troisième raison, personne ne sait combien ça coûtera de produire une tonne de carbone dans 5 ans. Donc j'ai été dirigeant d'entreprise, j'ai présenté des matrices de risque à mes actionnaires.
Aujourd'hui, si vous avez un processus industriel qui tourne au gaz, vous produisez du carbone. Et donc, vis-à-vis de vos actionnaires, sur le scénario, la matrice des risques, il y a un scénario de l'inaction. Au fait, si je fais rien, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si les prix du carbone augmentent? Enfin, le coût que ça aura de produire une tonne de carbone. Ça dépend de 1000 choses, hein. Personne ne maîtrise aujourd'hui. Personne dans cette salle ni ailleurs est capable de dire combien ça vaudra dans 5 ans. N'empêche que si on décarbone aujourd'hui, on enlève de son business plan, on enlève une zone de risque, d'incertitude, et on peut se focaliser sur notre cœur de métier, notre cœur de risque, que là, on est prêt à gérer. On n'est pas, quand on travaille dans le verre ou dans l'automobile, on n'est pas, le cours du carbone n'est pas votre cœur de métier. Donc ça dérisque votre business plan de vous décarboner. Et puis, il y a un aspect de management aussi évident. C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. Les jeunes générations attendent des entreprises de savoir ce qu'elles font. Vous savez, c'est la première fois que je dirige une organisation sur laquelle il y a des jeunes en CDI, beaucoup mieux payés que chez nous, qui quittent leur CDI en entreprise privée pour venir passer un intérim de 18 mois chez nous. J'avais le cas, j'étais à Marseille il y a 3 semaines, un jeune, il était chez Airbus, donc vous voyez, Airbus, ingénieur chez Airbus. Il a quitté Airbus en disant « Ouais, mais moi je voulais donner encore plus de sens, je viens chez vous, et même si ça dure que 18 mois, ça durera 18 mois, j'aurais été là où je sens que je dois être. » Ça, évidemment, ça nous donne une responsabilité, mais ça montre aussi que pour une entreprise, dans sa logique de gestion interne, dans sa logique d'engagement, son message vis-à-vis notamment de son avenir, c'est-à-dire des jeunes cadres qu'elle recrute notamment, eh bien, ça compte de voir le sérieux, la solidité de sa démarche de décarbonation. En somme, ma perception, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une directive sur la CSRD ou pas, ce n'est pas parce qu'il y a une obligation légale ou pas, les entreprises aujourd'hui se rendent compte, et c'est une décision difficile pour les chefs d'entreprise, mais se rendent compte que la décarbonation et leur empreinte se rapproche du cœur de stratégies d'entreprise. Le rôle d'un dirigeant d'entreprise aujourd'hui est compliqué, parce que évidemment entre les chemins d'incertitude, de peu de lisibilité qu'on peut avoir, il y a ce chemin à prendre ou pas, et c'est leur décision souveraine de se dire est-ce que finalement je considère que c'est un risque pour mon entreprise, est-ce que j'en fais un sujet stratégique? Et dès lors qu'ils en font un sujet stratégique, c'est-à-dire ceux qui répondent positivement à ces questions, eh bien notre rôle, nous, à l'ADEME, c'est d'être à leur côté. Je le dis comme ça parce qu'on aurait tendance à penser parfois que l'ADEME impose des choses. Non, pas du tout. Nous, on est aux côtés des femmes et des hommes, chefs d'entreprise ou élus d'ailleurs, qui décident que c'est stratégique pour eux de lancer des plans de décarbonation, qui décident pour un élu que c'est stratégique de construire un réseau de chaleur renouvelable. Et nous, on est à leur côté avec les moyens financiers de l'État. Vous savez qu'on est un opérateur de l'État et avec nos 600 ingénieurs et notre expertise. Vis-à-vis du monde économique, j'étais à la remise des prix de territoire d'industrie il y a quelques semaines, le mois dernier. Et un des dirigeants disait « Merci à l'ADEME, non pas pour l'argent, parce que c'est l'argent de l'État, donc il y avait une subvention, mais parce que vous m'avez poussé dans mes retranchements avec votre ingénieur. Et la solution finalement à laquelle j'ai abouti était meilleure que celle que j'avais en entrée. » Donc cette expertise-là, nous on ne connaît jamais mieux que l'entreprise ses processus internes, sauf que nos ingénieurs décarbonation, ils ont déjà vu 5, 10 cas, 15 cas de décarbonation, et donc ils apportent un regard qui peut aussi avoir un intérêt pour l'entreprise elle-même. Donc tout ça, c'est la première tendance que je ressens profondément, c'est une tendance de se dire la décarbonation se rapproche du cœur des stratégies des entreprises. Deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est l'évolution des business models. Et ça, c'est une chose qui me semble extrêmement importante. Je n'aurai malheureusement pas le temps de le détailler, mais les modèles évoluent. On a accompagné 8 grands groupes français au fait, si je réfléchissais à mon marketing et mon offre client en fonction des limites planétaires, qu'est-ce que je ferais? Alors, il y a des cas très évidents. De passer de la vente de produits au service, c'est un exemple le plus évident. On avait une entreprise qui fabrique des essuie-mains, des rouleurs pour les hôpitaux. Le jour où il s'est mis à faire de la location, son premier critère de profitabilité, c'était la durabilité de l'essuie-main. Avant, vous faites un appel d'offres, vous gagnez votre appel d'offres, vous le fourguez, puis dans 18 mois, ils sont cassés, ils remplacent la moitié, etc. Maintenant, plus son produit vit longtemps, plus il améliore sa marge, et donc la durabilité, donc l'économie de matière également, la sobriété, l'économie de ressources, ça devient un des critères de fond
de son offre. C'est vrai dans beaucoup de domaines et cette évolution des offres, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais ça me semble une tendance très lourde aujourd'hui. Et puis dernier point, notre rôle à l'ADEME, c'est d'être aux côtés de ces entreprises, comme je le disais, qui font ces choix stratégiques de décarbonation, par exemple, ou d'évolution de leur modèle. Je voudrais dire qu'aucune des solutions aujourd'hui viables se fait sans un dialogue et une coopération et une créativité, et que l'innovation n'est pas que technologique. On a travaillé notamment sur des plans de transition sectorielle, sur les 8 secteurs les plus émetteurs, l'acier, le verre, papier carton, etc. Et on se rend compte qu'en fait, la décarbonation d'un secteur, ce n'est pas la somme de décarbonation des entreprises individuelles, et qu'il y a un fort aspect territorial. L'exemple parfait, c'est les zones industrielles bas carbone. C'est ces zones où des industries se disent que si on doit construire des infrastructures de captage de carbone, si on doit mutualiser des infrastructures d'hydrogène pour décarboner nos processus, si on doit gérer la chaleur au niveau de notre site, la seule solution économiquement viable de le faire, c'est par un modèle de coopération territoriale, où on va mutualiser ces infrastructures, les décider ensemble, les porter ensemble. C'est plus difficile, mais c'est une voie qui s'impose dans à peu près toutes les zones industrielles aujourd'hui, comme étant la voie sur laquelle nous, on intervient en tant que facilitateur, en tant que financeur des études. C'est des études qui sont longues, mais j'ai la conviction, et on le ressent tous les jours sur le terrain, que ces modèles émergents de coopération territoriale avec des industriels, avec des entreprises qui ne sont pas forcément spontanément dans le dialogue, permet d'aboutir, à mon sens, à l'objectif, à savoir un objectif important pour notre climat, je termine par ça, important pour les émissions de carbone, vous en connaissez tous les enjeux, mais important aussi pour la compétitivité des entreprises, pour évidemment la rentabilité des projets qu'ils lancent et des mutualisations qu'ils lancent, mais aussi leur différenciation. Aujourd'hui, la clé, et le message que je porte dans le Tour de France du monde économique que je mène actuellement, c'est que la transition écologique peut devenir un différenciateur pour votre entreprise, c'est le message que je porte auprès du monde économique, et ce qui fera la différence, j'ai envie de dire, c'est d'abord, est-ce que vous choisissez ou pas, c'est votre décision souveraine, de prendre ce chemin de la transition écologique, de la décarbonation, mais si vous prenez ce chemin, alors faites-en un différenciateur, faites-en un avantage concurrentiel, et au fur et à mesure où des appels d'offres seront gagnés ou perdus, parce qu'on a ou pas les points sur la décarbonation et sur l'impact, alors de plus en plus encore s'ancrera la nécessité de faire de la transition un avantage concurrentiel. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite de très bons travaux. Merci beaucoup.